Madame Pauline n'est pas la femme de Ben Archat, et son bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Bonjour tout le monde, bonne année. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit flop, un petit top aussi qui viendra dans une deuxième partie des films de 2024. On va essayer de rester dans cet esprit rien à voir les films puisqu'on va à chaque fois prendre deux films différents et on va essayer de trouver au moins un point de similitude et puis après on va un peu trash talk les films, un peu gratuitement. On verra. Combien de films tu as vu cette année, enfin, qui sont sortis en 2024? J'en ai aucune idée. J'ai gardé la liste, mais je pense que j'en ai vu une cinquantaine par là. Ouais, pareil, 54. 54, ouais. J'en ai plus. Donc, une bonne année, en somme. C'était une bonne année. On a quand même eu beaucoup de bons films. On a eu quelques films pas terribles qu'on s'est quand même majoritairement évité. Ouais, alors on n'a pas fait les films Sony, c'est-à-dire Venom, Madame Web et Kraven le Chasseur. Ouais. Quoique Kraven le Chasseur est encore au cinéma, donc il n'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour aller le voir. Pour se faire du mal. C'était plus dur de choisir les flops que les tops, pour le coup. C'est vrai. En soi, on n'a pas de vraiment très très mauvais films dans les tops. Dans les flops, j'en ai quelques-uns, mais... Mais souvent, c'est plus des déceptions, on va dire. Ouais, ou des films qui sont juste moyens. C'est ça, globalement. On peut directement commencer avec le top, le flop 10, qui sera donc La prisonnière de Bordeaux. Et Hitman. Je vous présente Mina, une vieille copine. Elle a loupé son train, alors je l'ai dépannée. Oh, en fait, je m'appelle Gary Johnson. Je suis un professionnel. Jordi, mais demandez-moi ce qu'il a fait. Demandez-moi ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bijouterie. Il a fait bijoutier. Ah bah j'aurais préféré. Qui est ton tueur à gages? Alors moi, La prisonnière de Bordeaux, j'y suis allé uniquement pour le titre, puisque c'est La prisonnière de Bordeaux. Je pensais que ça se passerait un petit peu à Bordeaux, qu'on verrait un petit peu des images de Bordeaux. Et en fait, on ne voit que la gare Saint-Jean, qui est très jolie, au demeurant, parce que je suis bordelais, si jamais. mais c'est tout. Et en soi, c'est... tout le film, c'est Isabelle Huppert, qui est une gentille bourgeoise qui aide sa copine immigrée qui a son copain en prison. Enfin bon, on se fait chier. Globalement, c'est juste un film où on se fait chier. Pour le coup, Parce que c'est un film français, c'est ça? Pas du tout. Ouais. Mais je sais pas. C'est juste... on s'ennuie. C'est pas intéressant. C'est de la bourgeoisie où on s'ennuie. Et ça raconte pas grand-chose, j'ai trouvé. Voilà. Mais pour le coup, Hitman, je l'ai pas vu. Oui, mais j'ai pas vu ton film, donc... D'accord. Alors des fois, on aura vu chacun les deux films, donc ça aidera. Des fois, je me fierai à son avis. Sur le concept d'essayer de dresser un parallèle entre ces films, donc c'est un film de tueur à gages, Hitman. Ouais, c'est un film de Richard Linklater, le mec qui a fait la trilogie Before. Ouais. Avec Ethan Hawke et je sais plus qui. Julie Delpy. Voilà. Et j'en attendais pas mal parce que j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, ah, ça a l'air rigolo, ça a l'air d'être un peu sympa. En plus, il y a Glenn Powell, que moi j'aime bien, en vrai. Glenn Powell qui a eu une sacrée année, qui se retrouve plusieurs fois dans les flops, mais qui a quand même fait Twisters, qui était quand même plutôt sympa cette année. Sympa. Mais ouais, il y a plusieurs acteurs quand même qui ont eu des grosses années. Et même dans le film, il y a le casting en vrai est pas mal parce qu'il y a aussi Adria Arjona que tu as sûrement vu dans Andor, la série Star Wars. Ok. Ou même dans la saison 2 de True Detective et dans Morbius. Voilà, en bonne référence. Mais bref, j'en attendais pas mal, je t'avoue. Et en fait, c'est un peu drôle au début et après ça s'essouffle un peu et heureusement qu'elle est comédien, parce que sinon, je t'avoue, j'ai trouvé le temps un peu long. Quand même, au niveau du point commun, on peut dire que c'est quand même deux films qui se reposent majoritairement sur les acteurs, sur les performances des acteurs, qui sont quand même des acteurs assez populaires. Enfin, Isabelle Huppert, niveau popularité, c'est quand même pas mal, mais qui, de notre avis, en tout cas, provoque plus d'ennuis qu'autre chose, malheureusement. Parce qu'en fait, dans Hitman... il y a tout ce côté où Glenn Powell joue plusieurs personnages, plusieurs tueurs à gages différents. Et en fait, c'est presque quasiment tout au début. Ou alors souvent de montage, où c'est des petites scènes par-ci par-là. Et à la fin du film, ça tombe quasiment complètement. Et bien, on peut enchaîner sur le flop 9, qui sera pour moi Priscilla.
Et pour moi, c'est Roadhouse, version 2024. Monsieur Presley, vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille? Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Depuis un moment, ça attire une mauvaise clientèle. Je te paierai bien. Vu l'état de ta caisse, t'en as grave besoin. Je sais pas trop si j'aime. Comment ça, tu sais pas trop si t'aimes? Laisse-moi deviner, tu vas me menacer pour me pousser à quitter la ville? Alors tu nous dis version 2024 parce qu'il y a eu d'autres versions. C'est ça, il y a eu la version avec Patrick Swayze dans les années 80. Ok. Et là, c'est plus ou moins le même film, mais à la sauce de maintenant. Où on a Jake Gyllenhaal, qui est un ancien combattant de MMA, qui se retrouve en Floride à faire videur pour un bar, sauf que ça va mal tourner, parce qu'il va se friter avec le mafieux local. Et c'est à peu près tout, en vrai. Ok. Alors pour moi, Priscilla, je l'ai malheureusement mis dans les flops. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment... Enfin, je sais que c'est un film qui a été beaucoup apprécié par contre. Ouais. Mais en fait, ayant vu Elvis il n'y a pas si longtemps, je trouvais que Elvis racontait déjà plutôt bien l'histoire de Priscilla Presley, qui était donc la femme de Elvis Presley et qui a été... qui s'est fait tromper, qui a été complètement oublié, délaissé par son mari. En tout cas, il avait un certain ascendant sur elle parce qu'il l'a connu très jeune, quoi. Enfin bref, c'était une relation extrêmement toxique entre les deux, évidemment. Et je trouvais que le film Elvis racontait déjà plutôt bien cette histoire. Oui. Et donc quand Priscilla arrive, ça nous raconte la même histoire et je trouve que ça rajoute pas tant de trucs que ça. Non. Ça se passe de son point de vue, mais au final, elle fait pas grand-chose. Et on voit juste que Elvis, donc en fait, c'est un film qui tourne aussi davantage autour de Elvis. Et, surtout qu'en plus, dans Sofia Coppola, elle a une là, sur ce film, elle a une mise en scène, on va dire, plutôt sobre. Alors que Elvis, il y a toute le punch de Baz Luhrmann, donc forcément, ça en fait un film plus divertissant. Ouais. Alors, ça, c'est évidemment, c'est les goûts et les couleurs de chacun, mais c'est vrai que fatalement, ça raconte un peu la même chose. Peut-être évidemment plus en détail dans Priscilla, mais bon, c'est pas non plus une totale relecture. En fait, je pense que Elvis ne serait pas sorti. Il y aurait peut-être moins cet effet-là. Sûrement. Voilà. Mais le fait qu'il passe juste après, et même Jacob Elordi, il n'arrive pas à surpasser... il joue bien, mais il n'arrive pas à surpasser Austin Butler. C'est sûr. Donc ça en fait que c'est même pas intéressant de ce niveau-là, quoi. Après, du coup, l'interprétation de Priscilla, qui est jouée par Kelly Spinney, qui va apparaître plusieurs fois dans les vidéos Top Flop, parce que ça fait partie des actrices, du coup, qui ont eu une grosse année. Ok. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Glenn Powell, qui joue très bien, pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est pas un mauvais film en soi, c'est juste que... ça fait un peu déjà vu. C'est ça. Oui, en soi, c'est pas un mauvais film. En soi, on n'a pas beaucoup des vraiment mauvais films. Non. Voilà. Mais par contre, si on peut dresser un parallèle du coup entre ces deux films, Roadhouse et Priscilla, c'est que c'est deux films qui souffrent de la comparaison avec l'original. Et l'original, sachant qu'en plus, Roadhouse, il est sorti directement sur Prime Video. Et souvent, les films qui sortent en streaming, c'est souvent « on en parle quelques jours, voire une semaine pour les plus mémorables. » Et après, ça passe à la trappe. Et Roadhouse n'a pas échappé à ça. C'est un peu fait parler parce qu'il y avait Conor McGregor qui joue dedans, qui joue le méchant, et qui est en totale roue libre. Okay. On va dire que c'était un peu drôle à voir. J'ai oublié 80% du film, quoi. Et en plus, c'est dommage parce que c'est Doug Liman qui a fait le film. Qui est donc le réalisateur qui a fait Edge of Tomorrow. Ok. Et il s'est battu pour que le film sorte au cinéma. Il est même allé projeter le film à Jeff Bezos sur son yacht. Et Jeff Bezos lui a fait non. Et il avait les boules. Et justement, en promo, je crois qu'il a pas fait la promo du film, justement, parce qu'il était deg. Et bon, peut-être que, oui, effectivement, ça aurait été dommage de le sortir au cinéma, parce que je sais pas s'il aurait très bien marché. Je t'avoue. Ça, on pourra pas le savoir. On pourra pas le savoir. En tout cas, on peut passer au flop 8, qui sera pour moi La planète des singes. Comment il s'appelle le nom complet? C'est Le Nouveau Royaume. Le Nouveau Royaume. Planète des singes, Le Nouveau Royaume. Et pour moi, c'est Boy Kills World. Tu connais le concept d'évolution? La mission est simple. Faire payer les Vanderkoy pour ce qu'ils ont fait. Ensemble, vous mourrez. C'est le moment de jouer! J'aime pas ce plan. Alors, La planète des singes, Le Nouveau Royaume, pour moi, c'est le premier vrai raté. Je sais que tu l'as apprécié, aimé, mais pour moi, c'est une vraie déception. J'adore La planète des singes, que ce soit la trilogie qui a été faite récemment, ou même les vieux films, avec notamment les deux premiers avec Charlton Heston.
Ce Planète des singes se passe donc pas mal d'années après le Planète des singes Suprématie, qui était donc, le 3e film. 300 ans après, à peu près. Donc on est avec l'héritage de César, on a une reconstruction des nouvelles civilisations, enfin des nouvelles cités qui se créent. L'humanité a disparu, les singes ont prospéré, toutes les villes sont recouvertes de plantes et tout, c'est vraiment un nouveau monde, quoi. Et donc on se rapproche un petit peu chronologiquement de l'arrivée de Charlton Heston, de sa fusée qui va découvrir la planète dans son état actuel. Bien que ce ne soit pas lié. Hein. Alors, c'est lié puisque dans le premier film Planète des singes d'origine, on voit la fusée qui décolle. Oui, mais je pense que c'est plus une référence. Non, parce que dans le film, dans ce film La Planète des singes, on voit justement toutes les communications avec l'espace et que on sait que, l'histoire de la Planète des singes à l'origine, c'est quelqu'un qui arrive sur cette Planète des singes. Oui. Donc a priori, s'ils font une suite ou peut-être que le dernier film de la trilogie, ça sera un remake de l'original, quoi. Le problème, c'est que dans ce film, on a déjà un petit peu le scénario original du film. Oui. On a la fille qui s'appelle Nova, on a déjà plein de choses qu'on a déjà vues, malheureusement, et je le trouve juste pas inventif. Les effets spéciaux sont plutôt pas mal, mais... encore heureux, c'est vraiment sur ça que ça repose en plus. La Planète des singes, ça a toujours été ça, même si les trois films avaient réussi quand même à proposer... quelque chose de scénaristiquement hyper intéressant. J'ai pas dit qu'il y avait que les effets spéciaux, c'est juste que la crédibilité du film repose beaucoup sur les effets spéciaux qui sont bluffants, quoi. On n'a plus Andy Serkis d'ailleurs. Non. Mais je trouve les nouveaux personnages assez bas, je trouve pas super intéressants. Et honnêtement, j'ai juste pas du tout accroché à ce film de manière globale et j'ai trouvé ça très dommage pour un film de La Planète des singes, quoi. J'ai bien aimé le côté comment on détourne le message des prophètes ou des idoles, donc avec Proximus qui détourne les mots de César pour les arranger à sa sauce, qui prend même son nom, il s'appelle César Proximus, et qui ironiquement n'est pas un chimpanzé comme César, mais un bonobo, je crois, enfin comme Koba, le méchant du deuxième film de Matt Reeves. Donc il y a tout ce côté, perversion des idoles, comment un despote peut arriver à, on va dire, salir un héritage, à l'arranger. C'est ça que j'ai trouvé plutôt intéressant. Et le fait que chaque clan de singes ait sa spécificité, et le clan de Noah, donc du héros, qui apprivoise les aigles, je trouve ça plutôt sympa, mais bon. Ouais. Il y a aussi toute cette idée de... les humains ne peuvent plus parler, puisque c'est le virus, sauf tous les humains du film, globalement. Enfin, tous ceux qui ont un rôle intéressant. Eux, ils peuvent tous parler. Il y en a 2, quoi. Non, parce que dans le clan, à la fin, on en voit plein d'autres. Donc, Oui, non, mais dire globalement, il y en a 2. Oui. Et pour parler rapidement de Boy Kills World, parce que toi, tu ne l'as pas vu. Non. Pareil, c'est un film qui est sorti directement sur Prime Video en France, qui est sorti, je crois, éclair au cinéma aux États-Unis encore. Enfin bref, ça a été un flop. C'est pas une bonne année pour Bill Skarsgård, si ce n'est pour un film dont on parlera plus tard, mais quand même. Voilà, on va dire sur 3 films, il y en a 2 qui sont vraiment pas bons. Ouh, teasing. Et et celui-là n'échappe pas à la règle. J'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit, ça a l'air un peu barré, un peu sympa. C'est l'histoire d'un gamin en fait qui vit dans une société ultra violente. Ses parents se sont tués et il se fait recueillir par un maître des arts martiaux. Et il se met en tête de venger sa famille, donc c'est vraiment délirant. Lui, il est muet, il n'a plus de langue, et du coup, il a une voix intérieure dans sa tête, mais c'est une voix d'annonceur de jeux vidéo, tu vois, comme le mec de Mortal Kombat. Ah oui, j'avais vu ça. Fight, begin. Et je me suis dit, ça peut être marrant ça, comme ressort scénaristique, voilà, et en fait, c'est un peu décevant, quoi. C'est-à-dire que les passages où je me suis dit, ça peut être cool, c'était dans la bande-annonce. Ouais. Le film est un peu long. Ok. La fin s'est traînée pendant 10 ans, ça m'a saoulé. Ils ont gâché Andrew Koji, qui est dans le film, et que moi j'aime bien parce qu'il était notamment dans la série Warrior, qui est très très bien, qui est très sympa. Regardez Warrior, c'est sur Max, il y a 3 saisons, c'est une série de bagarres vraiment trop stylée, et dans le film il se bat quasiment pas. Ok. Il était dans Bullet Train aussi, mais tu l'as pas vu. Non plus. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc évitez Boy Kills World, il y a meilleur, franchement. Je pense qu'en court-métrage ou comme gimmick, ça peut être sympa, mais... Ah si, il y a vraiment un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que vu que le personnage est sourd et muet, il lit sur les lèvres. Okay. Mais il lit très bien sur les lèvres. Ah oui. Sauf un personnage
qui n'arrive pas à lire sur ses lèvres, et du coup à chaque fois que ce personnage parle, il dit des trucs qui n'ont aucun sens. Tu sais, c'est pas une scène de fusillade, il fait il faut ranger les chaussettes dans le bac, tu vois, alors que c'est pas ça du tout qu'il dit. Et ça pour le coup c'est très drôle. Mais c'est justifié scénaristiquement qu'il arrive pas à lire ou c'est Non, juste un gag c'est juste il arrive pas, il dit putain j'arrive Ok. pas à lire sur les lèvres. Voilà, c'est tout. Ok. Mais ça aurait pu être mieux, mais... Alors globalement quand même, donc de ce que tu m'as dit, on peut quand même dire que ces deux films, c'est l'histoire d'un jeune qui perd ses parents et qui va chercher à venger sa famille. C'est ça. Globalement. Se découvrir... voilà. Et se découvrir, une vraie nature. Flop 7, pour moi ça sera Loup-garou. Ah, et moi ça sera Wolves. On joue au loup-garou. C'est la nuit. Tout le village s'endort. Il y a désormais des bêtes parmi les villageois de Tierce-Lieu. Donc si vous voulez pas jouer, faut le dire. Où est-ce que t'as eu la drogue? Désolé, je vois pas de quoi vous parlez. Où t'as eu la drogue? À couche. C'est tout un art de faire parler les gens. Répéter 10 fois la même chose, c'est un art. Voyons ta technique à toi. Donc on est dans la thématique des loups. Oui, voilà. Wolves. Alors je pense que Loup-garou, c'est le pire film que j'ai vu cette année. Honnêtement. Attends, je regarde ce qui arrive après, mais... oui, largement. C'est vraiment juste mauvais, mais c'est pas assez mauvais pour que j'ai des choses à dire, tu vois, pour le mettre en flop 1, tu vois. J'ai pas une haine envers ce film. On dirait, ça m'a vraiment fait penser par contre à une vidéo YouTube, un sketch mal fait, et avec quelques idées qui peuvent être intéressantes, mais c'est juste plat. Le film est plat, visuellement c'est plat, les blagues tombent à plat. On dirait un téléfilm en fait. Ouais, mais en fait, alors c'est un film sur Netflix. J'ai pas vu beaucoup, enfin, quand même dans nos films, il n'y a pas tant de mauvais films parce que j'ai évité beaucoup de films de plateforme. Les films Prime Video, je les regarde pas. Les films Netflix, en général, je les regarde pas. La seule raison pour laquelle je l'ai regardé, en fait, c'est que l'anecdote est assez marrante, c'est que j'étais avec mon pote et que on aime bien boire de l'alcool. Ne faites pas ça. Avec modération. Mais boire de l'alcool à chaque fois que, quand on regarde un film nul, à chaque fois qu'il y a une blague pas drôle. Ah oui. On a fini déchiré. À oui, la fin du film. ça termine souvent mal. Ah non, mais ça, on a fini déchiré. Ça, je vous le garantis, ça marche très bien. Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai regardé ce film. Voilà, à part ça, jamais j'aurais regardé ça. Ouais, je te comprends. Mais je l'ai pas vu. Mais le regarde pas. Non, mais en fait, le projet à l'origine, quand ils ont dit il va y avoir un film adapté du jeu de société des loups-garous de Tierce-Lieu, je me suis dit, oh, ça peut être sympa. Franchement, si c'est bien fait, il y a un potentiel et tout, avec le côté carte, machin, même s'ils font un truc à la Jumanji, bon, ce qu'ils ont fait, mais en nul. Et en fait, dès que j'ai vu le casting et la gueule que ça allait avoir, je me suis dit, non, mais ça va être nul à chier, en fait, je vais pas le regarder. Et donc, tu parlais des films de plateforme, et c'est le cas de Wolves, qui est sorti sur Apple TV, ou qui est sur Canal en France. Et vraiment, c'est typiquement parce que je n'avais rien à regarder. Et t'es tombé dessus, du coup. Voilà, j'ai fait... Ah, en fait, je pense que s'il n'y avait pas eu Brad Pitt et George Clooney, je l'aurais pas regardé. Mais en même temps, c'est l'argument principal. C'est quand même le retour du duo iconique Brad Pitt et George Clooney. C'est ça. George Clooney, bon, les gens le verront sur la miniature, mais qui ressemble étrangement à Franck Dubosc. Oui. Enfin, dans Loup-garou, en tout cas. Bref. C'est réalisé par John Watts, le mec qui a fait les derniers Spider-Man pour Marvel, donc la fraude. Donc autant te dire que ça aurait été un autre réal, je pourrais dire, ah, ça peut être sympa. Mais dès que j'ai vu que c'était John Watts qui a fait le film, je me suis dit, ah, ça risque d'être moyen. Et bah, c'est le cas en fait, c'est vraiment très moyen. Alors, évidemment, George Clooney, Brad Pitt, ils font le taf quand ils parlent en impro, qui s'envoient des fions à la gueule. C'est cool. C'est deux tueurs à gages en fait qui se retrouvent par erreur à devoir bosser sur le même contrat, sauf qu'ils peuvent pas se piffer. Et ils vont devoir apprendre à bosser ensemble. Donc c'est vraiment le truc le plus convenu du monde. Mais c'est un peu la même idée que Loup-garou, où c'est une famille un peu dysfonctionnelle qui va devoir apprendre à coopérer ensemble. C'est ça, parce qu'en plus, ils ont un ado dans les pattes, qui veulent lâcher, mais ils peuvent pas. Ouais. Donc c'est un peu ça, en fait, avec les ados relous qui font des blagues de merde. Voilà. Et dans Loup-garou, on a quand même la seule actrice noire du film qui est invisible pendant les 3/4 du film, d'ailleurs. Mais bon. Oui. Allez. Ils ont essayé. En numéro 6, on va retrouver, pour ma part, Les Guetteurs. Et pour moi, c'est le ministère de la sale guerre. Je sors ce soir. Évite de mourir. Évite de mourir, évite de mourir. Si Hitler ne joue pas franc jeu, y a qu'à faire de même. Il n'est pas question que je reste ici. Ils nous laissent la vie sauve parce que nous respectons leurs règles.
Mais vous ne les respectez pas. C'est pas mon chien, c'est ma femme. Très spirituel. Donc, le ministère de la sale guerre, ou The Ministry of Ungentlemanly Warfare, du premier coup. C'est le nouveau film de Guy Ritchie. Voilà, Guy Ritchie qui sort 2 films par an là, depuis des années. Qui en fait, sur 5 films, il en fait un de bien. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il a des dettes à rembourser, Guy Ritchie? Qu'est-ce qui se passe? Parce que faut qu'il arrête de faire autant de films, parce que il sort toujours sur les plateformes. Enfin, c'est toujours très moyen. Son dernier bon film, pour moi, c'est The Gentleman. Oui. Et il sort un film là, cette année, là, en 2025, avec John Krasinski, Natalie Portman et je sais plus qui. Un film d'aventure à la Indiana Jones. Donc, ok. Là, je me dis, ok, pourquoi pas. Mais si c'est comme ce film-là, donc Le Ministère de la Sale Guerre, qui était vendu comme une espèce de d'Inglourious Bastard à la Guy Ritchie, avec Henry Cavill, le mec qui joue dans Reacher, là, merde, j'ai oublié son nom, et Eiza Gonzalez et d'autres acteurs, je me dis, ouais, casting de fou, bon, comme tous les Guy Ritchie, pourquoi pas, Henry Cavill, très, très sympa. Et c'était long, putain. C'était long, 2h20, là, Guy Ritchie, ton film, là, qu'on se fait chier comme la mort, là. Oh, c'était... Mais tu sais, j'ai blagué en disant, ouais, un espèce de Inglourious Bastard, mais c'est un Inglourious Bastard, c'est même pas de Wish, c'est de AliExpress, Temu. Ah, c'est chiant, vraiment, il y a une scène ou deux qui sont cool. En plus, il y a un acteur d'Inglourious Bastard, il y a le mec qui faisait Hugo Stiglitz. Ah, je me suis fait chier, vraiment, tu sais, au bout d'un moment, tu sais, la moitié du film, j'ai fait autre... j'ai joué à Call of à côté parce que vraiment ça me saoulait. Quoi. Ah ouais, non mais d'habitude je fais jamais ça devant les films, mais là vraiment c'était long quoi. Mais je me suis dit bon, j'ai regardé 1h30, j'ai déjà perdu 1h30 de ma vie, je vais pas arrêter, mais là. Peut-être que Call of Duty te procurait une meilleure histoire de guerre que. Ouais, en tout cas il y avait de l'adrénaline là, c'était sûr. Ouais. Mais, oh là là. Pour ma part, donc Les Guetteurs, premier film de Ishana Night Shyamalan, la fille de M. Night Shyamalan, qui sera aussi dans ses flops. Cette année. C'est pas mérité, mais... qui a donc eu l'occasion de sortir un film produit par son papa. On a l'impression de voir un film de M. Night Shyamalan, dans l'idée de un concept fort, avec des personnages qui cherchent à le comprendre et des retournements de situation à la fin, si on doit résumer un peu bêtement un film de Shyamalan. Le problème, c'est que le concept est bancal, que les retournements de situation, soit on les voit venir à 10 km, soit il y en a trop, il y en a juste trop, et ça donne un résultat qui est franchement pas très intéressant. Très honnêtement, c'était un peu bête, c'était pas très intéressant, ça faisait pas peur, ça faisait rien du tout. C'est juste, tu vois le film, tu ressens rien, ce qui est un peu dommage, tu ressens pas de surprise, tu ressens pas d'angoisse, tu ressens rien. Et je pense que c'est le point commun avec le ministère de la sale guerre, c'est que on est censé ressentir des trucs et qu'on ressent rien. Non, tu ressens le sommeil, quoi. C'est ça. On a quand même toute cette idée de personnages qui sont dans une maison avec une grande fenêtre, qui sont observés en fait par les guetteurs, les watchers en anglais, et où juste ils font rien dans la maison, mais juste les guetteurs apprécient de les observer comme une télé-réalité. Il y a cette idée quand même de télé-réalité, mais ils en font pas grand-chose. Et ils peuvent sortir que le jour, tout ça. Voilà. Est-ce que à partir de cette idée de base, tu peux trouver un parallèle avec le ministère de la sale guerre? Bah vraiment, ministère de la sale guerre, c'est vraiment truc de guerre classique. On assemble un commando de personnages hétéroclites pour aller foutre sur la gueule aux nazis. Classique. Ça aurait pu être très sympa, mais fatalement, c'est chiant comme la mort. On enchaîne donc avec le flop 5, Trap et Megalopolis. Vous connaissez le boucher? L'espèce de taré qui coupe des gens en petits morceaux. Les flics ont appris qu'il allait être là, ici, aujourd'hui. Reprenons le pouvoir sur notre ville! Et quand on pose ces questions, quand un dialogue s'instaure, on est déjà dans une utopie. Le gars, c'est un dingue de chez dingue! Allez, déployez-vous! Eh bien, on continue sur la famille Shyamalan, puisque après avoir eu une première fille, voici le père et une deuxième fille. Oui. Puisque donc dans ce film, on retrouve... comment il s'appelle l'acteur principal ? Josh Hartnett. Josh Hartnett, qui joue un
un tueur en série le boucher, qui accompagne sa fille à un concert de l'autre fille de Shyamalan. Lady Raven, une pop star. Qui chante très bien, étonnamment. J'ai réécouté les musiques du film parce que vraiment je les kiffe bien. Je trouve qu'elle est chanteuse de base avant d'être actrice. Tout à fait, ouais. Bah, elle est pas actrice même, elle est chanteuse. Ça se voit un peu, mais. Et on est allé voir ensemble pour le coup Trap. J'ai trouvé que ça ressemblait à un scénario du jeu vidéo Hitman. Alors pas le film Hitman, parce qu'en fait le truc c'est que le butcher, donc enfin le tueur en série, amène sa fille. Et en fait il s'avère que ce concert, en fait c'est tout un piège tendu par le FBI ou le FBI pour en fait arriver à le choper. Mais ils ne savent pas qui c'est, quoi. Mais ils savent de coup sûr que le tueur est ici. Et il faut l'identifier. Voilà, il faut l'identifier. Et lui, évidemment, il va se rendre compte de ça. Et c'est comment il va réussir à s'échapper tout en arrivant à gérer sa fille. Ouais. Voilà. Parce qu'elle ne découvre pas son identité. Mais j'ai trouvé le film tellement débile. Déjà, il a un personnage littéralement qui lui donne toutes les infos. Oui. Il s'absente du concert toutes les 2 minutes, comme ça, pour faire des allers-retours. Sans que personne se demande pourquoi. Enfin, c'est bizarre quand même qu'il y ait autant de monde qui circule pendant un concert. Enfin, c'est les US. Et vraiment, quand je dis que ça ressemble à Hitman, c'est qu'on a vraiment l'impression de... Déjà, c'est absurde. Oui. C'est complètement absurde, le film, sans avoir forcément la volonté d'être absurde, d'être comique, toujours. Mais on a vraiment l'impression qu'il débloque des scénarios à chaque fois. Il doit parler à tel personnage, récupérer tel costume. Faut après aller machin. Déguisez-vous en serveur. Exactement. Mais alors, je sais que toi, du coup, tu n'as pas aimé. Moi j'ai bien apprécié. Enfin, en fait, c'est ce qui fait que toi tu n'aimes pas, moi j'aime bien. En fait, qu'on dirait un jeu. En fait, ils ont fait des films Hitman, c'était de la merde. Il fallait faire ça pour faire un film Hitman. C'est ça, tu fais faire un contrat où les mecs ils se rendent compte de rien, les flics sont totalement cons, les PNJ sont totalement cons. Et Josh Hartnett, pour le coup, je trouve qu'il le joue très bien. En fait, il passe d'un truc très premier degré à un truc très second degré, et j'adore. Vraiment, je trouve hilarant dans ce film. Et je comprends que tu n'aies pas aimé. Ouais. Et c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vu Megalopolis aussi tous les deux. Exactement. Et là, c'est toi qui as détesté. Et moi voilà, le nouveau film de Francis Ford Coppola. Ouais. Alors, je n'ai pas détesté. Oh, t'es sorti de la salle quand même. Détester, c'est fort quand même. Ouais, ok. Dire que j'étais plus dans l'incompréhension et le putain de merde, est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que tout ce pataquès médiatique autour du film, ça valait vraiment le coup pour ça? Moi, je considère que oui. En soi, alors Megalopolis, c'est tellement compliqué. C'est tellement abstrait. C'est un film qui est vraiment abstrait. Pour le coup, je trouve qu'on touche vraiment à quelque chose d'assez intéressant dans ce non-scénario, dans cette non-histoire qui relève presque du Dupieux à certains moments. Tellement ça part un peu dans tous les sens. Oui. Pour le contexte, il faut dire que Coppola, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de film. Ouais. Et il a mis 150 millions de dollars de sa propre poche pour le faire. Ça a été compliqué à tourner, à vendre. Il s'est fait détruire à Cannes. À distribuer. Voilà, à distribuer. Il y a eu plein d'histoires qui sont sorties sur la production du film, comme quoi Coppola avait un comportement très très limite, notamment avec les figurantes, les actrices, surtout qu'en plus en parallèle il disait oui, ce film il est dédié à ma femme qui est morte et tout, du coup je fais c'est pas super, enfin voilà. Mais ce qui en faisait un objet, de par sa fabrication, quelque chose de très intéressant, parce que c'est vraiment rare, parce qu'il y a des réalisateurs qui financent leur propre film, mais généralement c'est des petits budgets. Là, 150 millions de dollars, c'est un blockbuster, quoi. Presque, sauf qu'il s'est méchamment viandé, il a fait je crois 11 millions de dollars. Ouais. Au box-office mondial, hein, c'est pas... Oui. C'est un méga flop. C'est Megaflopolis. Et tout le film, j'étais entre le ok, pourquoi pas, c'est sympa, et le mais putain, qu'est-ce que je regarde, quoi. C'est-à-dire que les visuels, des fois c'est très joli, des fois c'est moche. Et les dialogues, il y en a qui sont, je pense, pas intentionnellement drôles, comme le Go Back to the Club de Adam Driver. Ok. Voilà. Et des fois, mais c'est écrit, en fait, t'as l'impression de regarder une pièce de théâtre, mais où les acteurs sont bourrés, quoi. C'est vraiment très particulier. Des fois, t'as des idées qui sont absolument géniales. Je pense à tout ce moment où t'as la météorite qui arrive, avec les ombres projetées, tout ça. Ouais. Des fois, t'as des idées, tu comprends pas d'où elles sortent. Genre le moment où Adam Driver est censé s'adresser à quelqu'un qui est dans la salle. Ouais. Nous, il y avait personne dans la salle. Non. Mais c'est censé arriver. Il y a des moments qui sont complètement lunaires, il y a des moments qui sont géniaux. C'est pour ça que moi, je peux pas dire c'est un top, je peux pas dire c'est un flop, je peux pas attribuer une note, je peux pas... Juste... C'est un ovni, en fait. C'est une... Ouais, mais en vrai, c'est une expérience, moi, qu'au global, j'ai plutôt apprécié. J'ai quand même passé un bon moment devant ce film. Voilà. Après... je regrette pas de l'avoir vu. Voilà.
Parce que je voulais me faire ma propre... Parce que vous regardez les notes sur quasiment tout, même sur Letterboxd par exemple, c'est vraiment ultra partagé. Moi je me souviens de la courbe des notes, c'était vraiment un truc... Mais c'est pour ça que je comprends pas les gens à Cannes qui disaient c'est un chef-d'œuvre absolu ou c'est vraiment de la merde. Enfin, je pense que c'est impossible de dire l'un ou l'autre, quoi. C'est Mégalopolis. Et en ça, je trouve que c'est quand même une réussite d'avoir fait un film aussi abstrait qui divise autant les gens. Après, ça aurait pu être bien aussi. On peut enchaîner avec le flop 4, Deadpool et Wolverine. Et un petit truc en plus. Tu n'es pas handicapé? Désolé, ma belle, je suis pas intéressé. Bah, voudrais pas. Oh, t'as la griffe qui bande mou. C'est assez fréquent chez les Wolverines de plus de 40 ans. Fils de pute! Pourquoi un petit truc en plus? Qu'est-ce que t'as contre ce film? Alors, ça fait partie des films que j'ai mis là un peu par défaut. Ouais. C'est-à-dire que des comédies françaises, je regarde pas beaucoup. Voilà. Et je l'ai vu. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais oui, bon, est-ce que ça méritait de faire 10 millions d'entrées? Je sais pas. Après, c'est très... Moi, j'ai rigolé, hein. Franchement, il y a des vannes qui sont drôles. Tu juges le film, en fait, sur sa réussite Non. Sur le fait qu'il soit surcoté? Je dirais pas qu'il est surcoté, en vrai. Mais c'est juste que... Oui, bon, c'est sympa, le message est cool, évidemment, tu vois, mais... en vrai, c'est très moyen, quoi. Le film, moi, je l'ai quand même beaucoup apprécié, un petit truc en plus. Déjà parce que je l'ai vu en salle, et aussi. Que ça faisait vraiment plaisir de voir vraiment une salle rire, vraiment sincèrement. Ça fait vivant, quoi, ça fait du bien. Et j'ai surtout trouvé que le film était... Enfin, si le film a autant marché pour moi, c'est que, à la manière d'Intouchable il y a quelques années, en fait, c'est un film qui est hyper honnête dans sa volonté d'exister, en fait. Et j'ai trouvé que tous les acteurs étaient incroyables, ils marchaient tous très très bien. Enfin, je veux dire, pour Artus, tourner avec des acteurs handicapés, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. Non. Et donc, en plus, quand tu écoutes un petit peu les anecdotes, moi je trouve que tout marche tellement bien. Alors oui, la réalisation elle est pas top, oui techniquement, oui machin, le rythme des fois, mais peu importe, en vrai c'est des trucs qu'on peut excuser, ça reste un premier film aussi pour Artus. C'est vrai. Mais c'est un film qui, je trouve, marche tellement bien dans sa dynamique que pour moi, c'est une vraie réussite. Et après on peut dire, voilà, marché, c'est une comédie, donc son premier... le truc qu'il est censé faire de base, c'est de faire rire, donc ça on va dire que c'est réussi. Ah, c'est super réussi. Je suis d'accord. Mais voilà, je l'ai mis un peu là par défaut, je t'avoue. Ouais. Il aurait peut-être pu être moins bas, enfin plus bas dans le classement. Mais voilà, c'est juste que c'est le genre de film que tu regardes le dimanche soir parce que il passe à la télé. Ouais, mais tu vois, je préfère que les gens regardent quand même un petit truc en plus plutôt que d'autres comédies françaises ultra bas de gamme. Oui. Je trouve qu'on est quand même dans... Ou qui portent des messages de merde. Aussi. Voilà. Non, c'est un message assez universel, je trouve que ça marchait bien, mais quand même, on a un personnage dans un petit truc en plus extrêmement vulgaire qui rappelle beaucoup Deadpool. Oui. Une transition un peu éclatée. Et Wolverine. Deadpool et Wolverine. Ouh là 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 là. Quand le projet a été annoncé, je me suis dit pourquoi pas. Quand j'étais dans la salle et que la scène d'intro, le générique et tout, j'étais en mode ouais, pourquoi pas, franchement ça marche bien. Et puis le reste du film, qu'est-ce que c'est c'est juste nul, méta pour pas grand-chose. Il y a vraiment un prétexte méta de... c'est un peu dans tous les Deadpool, mais ça me dérangeait moins dans les autres films. Là, parce que ça allait moins loin. Mais là, dans le multivers. C'est... ça fait un peu n'importe quoi. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Et vraiment, on a l'impression que c'est Ryan Reynolds qui est en roue libre sur son scénario. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Après, surtout, le truc qui pêche le plus, c'est que c'est réalisé par Sean Levy. Ouais. Qui a fait Free Guy et le film sur Netflix, encore avec Ryan Reynolds, qui est Adam à travers le temps. C'est ça, c'est le réel attitré de... Voilà. Ouais. Ils fonctionnent bien ensemble, a priori. Mais c'est juste qu'en fait, la réal, elle est pas ouf, quoi. Même c'est très gris. Il y a des moments qui sont sympas dans le film et je me suis dit, ah putain, si ça avait été mieux réalisé, ça aurait été vraiment sympa, tu vois. Genre, par exemple, la bataille avec... tous les anciens super-héros des films, et ils se battent contre la team de la méchante de Cassandra Nova. Bien filmé, ça aurait pu être très sympa. Que je veux dire, quand tu vois Gambit qui se bat, Blade et tout. Mais le souci, c'est que c'est très souvent brouillon, et des fois, t'es en train de te dire, attends, ils sont où les personnages ? Ah oui, ils sont là. Et ouais. Après, c'était très cool de revoir Hugh Jackman. On va se mentir. Oui, en soi, Wolverine, c'est pas le problème du film. Non. Mais pareil, il te ramène plein de personnages qui sortent un peu de nulle part, qui sortent
des vieux cartons de la Fox, parce qu'en gros c'est un peu un message d'adieu à la Fox. J'ai pas mal aimé pour le coup le générique de fin avec des images des X-Men et de tout ça. 4 Fantastiques. Des 4 Fantastiques aussi. Mais voilà, c'est un peu un message de Disney, globalement, un peu mauvais, je trouve, dans son intention, pour le coup, de dire, voilà, on n'oublie pas ce qui a été fait, mais par contre, maintenant, c'est fini, et puis on met ça un peu sous le tapis, et puis on passe, on réemploie tout, je pense et pas on fait tout à notre sauce. Je pense pas qu'ils le mettent sous le tapis, mais c'est juste que on n'en avait pas besoin, mais d'avoir ces adieux-là, de revoir certains personnages, en vrai, le générique, je pense que ça résume bien ça, ça a quand même duré 20 ans pour les X-Men, mine de rien, c'était vraiment le truc qui restait le plus longtemps en parallèle du MCU. Ouais. Ou avec Spider-Man à peu près, mais bon, c'est surtout les X-Men, il y a eu quand même pas mal de films. Et les premiers films des années 2000, où pour certains, ça a été la consécration comme Spider-Man, par exemple, et pour certains, ça a été le cassage de gueule comme Elektra, ou d'autres. Ou Daredevil. Et... J'aurais bien aimé pour le coup revoir Ben Affleck en Daredevil. Oui. Ça aurait été sympa. Oui. Mais après, la vanne était pas mal avec Elektra. Laquelle ? Il parle de Daredevil, du fait qu'il est mort, et Elektra elle est en mode je m'en branle, tu vois. Ouais. Parce que les deux acteurs sont divorcés, alors ils s'entendent bien, mais c'est marrant, tu vois, ils s'envoient des... Si tu connais l'histoire derrière, bon, c'est souvent ça l'humour de Deadpool, c'est que si t'as les références, faut avoir tu fais... trop de références. Ouais. Franchement, trop de références pour de la référence. T'amènes tes parents qui ont vu 3 Marvel dans leur vie. Et c'est ce que j'ai fait. Ah J'ai amené ma mère voir ce film. C'est sûr que je pense qu'ils vont passer à côté. À chaque fois, j'étais à côté. Non, mais si, c'est parce que, en fait, c'est un vieux film. T'inquiète. C'est l'acteur qui faisait Blade. En fait, Channing Tatum, c'est parce qu'à la base, il devait faire ce personnage et en fait, il l'a pas fait. Ouais, ça, c'est vraiment un des trucs. Mais ça, c'est un des trucs les plus méta, mais c'est très cool, tu vois. Oui. Voilà, tu dis, ok, c'est rigolo. Genre, moi, je m'attendais pas, justement, Gambit, on dit, ouais, Gambit, il va être... Parce que forcément, avant qu'un film comme ça sorte, t'as 150 000 théories de lui, il va apparaître, et tu sais qu'il y en a 10% qui vont apparaître. Et Channing Tatum, c'est un de ceux où je me disais, ouais, ils vont pas le faire, tu vois. Et quand je l'ai vu, parce que je m'attendais à Elektra, peut-être, tu vois, X-23, des trucs comme ça, tu vois. Ou Ghost Rider, je m'attendais. Mais déjà, Blade... Oh, Nicolas Cage qui passait une tête dans le film, ça aurait été incroyable. Ouais, mais je pense qu'après Flash, il a plus voulu... Ouais. Et j'avoue que Blade, déjà, je suis en mode, oh, parce que de base, Wesley Snipes et Ryan Reynolds, ils s'entendaient pas du tout. Donc je me suis dit... Et Ryan Reynolds a joué dans Blade Trinity. Voilà. Et finalement, bon, il était là, j'étais super content. Et Gambit, je fais, oh, ok, intéressant. Et pour finir, pour ma part sur Deadpool et Wolverine, je l'ai vu juste après avoir vu Spider-Man 3 au cinéma, parce qu'il faisait y repasser tous les Spider-Man. Et Spider-Man 3, pour beaucoup, ça a beau être le moins bon de la trilogie de Sam Raimi. Largement. Faire les deux l'un après l'autre, c'est vrai que tu fais, oh oui, c'est vrai que quand il y a un vrai réal derrière, tu vois la différence, tu vois. N'est pas Sam Raimi qui veut. Pour dresser un parallèle entre ces deux films, on peut dire qu'il y a une tentative d'être extrêmement honnête dans un propos, de rendre hommage à certaines personnes, très réussi d'un côté, très raté de l'autre. Je comprends toujours pas pourquoi t'as mis un petit truc en plus dans tes flops, hein, vraiment. Je maintiens. Hein. C'est deux films très populaires en soi. Moi, c'est juste pour mettre le fils de pute dans mes jingles, et ça me régale. Oui, mais c'est deux films très populaires qui ont très bien marché, chacun. Ouais. Deadpool, il a fait 1 milliard et quelques au box-office. Un petit truc en plus, il a fait 10 millions d'entrées. On peut passer au flop 3. Ouais. Godzilla X Kong. Et Godzilla X Kong. Eh oui, on est d'accord sur celui-ci. Pourquoi tu m'as traîné voir ce film au cinéma, Benjamin ? Parce qu'il y avait rien d'autre et que Dune n'était pas encore sorti. Parce que du coup, Parce que j'ai un cinépass, faut le rentabiliser, merde. Parce qu'on est allé le voir ensemble pour le coup, et puis moi j'étais en mode bon, je sais que ça va pas être terrible, mais est-ce qu'au moins on va passer un bon moment ? Oui. Même pas. Oh. Non, bah non. Mais c'est ce qu'on a marqué, toi t'as mis un film de merde, pas drôle. Ouais. Et moi j'ai mis un film de merde, mais drôle. Mais drôle. Moi je suis désolé, quand Kong il prend le petit singe pour taper les autres avec, j'étais mort de rire. C'est le genre de truc où tu te dis mais oui. Ou tu t'es déjà dit je veux voir Godzilla qui fait un suplex à Kong sur la pyramide de Gizeh.
Jamais. Voilà, bah tu l'as dans ce film. Tu veux voir un Godzilla rose ou un Godzilla qui dort comme un chat dans le Je Colisée veux de pas voir Rome? ça. Tu l'as. Quel est l'intérêt, en plus, la même année où sort au cinéma en petite sortie Godzilla Minus One, qui pour le coup est une vraie réussite que vous retrouverez dans les tops. Forcément, quand t'as les Japonais qui sortent un film Godzilla, qui te montrent comment c'est un film Godzilla, et que t'as les Américains qui font pareil, où c'est un film Godzilla X Kong, où on ne voit quasiment pas Godzilla du film. Il a 15 minutes de temps d'écran. Il est totalement absent du film, c'est un truc de fou. Non. Surtout qu'il est absent et t'as Kong qui fait la mission principale. C'est ça. Et Godzilla il fait du farm. Il fait les missions annexes, il se stuff pour revenir à la fin et tout péter. Avec tous ces trucs de terre creuse qu'il y avait déjà dans les anciens films, quel intérêt j'ai trouvé ça. C'est souvent stupide, je veux dire. Genre, le point de départ du film, c'est King Kong revient à la surface parce que il a une carie et qu'il faut l'enlever avec un super hélicoptère. Ouais. Et il retrouve un super gant machin qui traînait par ici pour le filer à Godzilla pour qu'il aille tabasser je sais plus qui. Non, il file à Kong parce que de base c'était prévu pour lui. Non, qu'il file à Kong. De base c'était prévu pour lui, mais parce que Kong, autant Godzilla il peut évoluer, il peut devenir rose, autant Kong il lui fallait un truc, tu vois. Du coup il se dit, il a l'armure parce faut vendre des figurines. Voilà. Et pour moi, le plus gros souci du film, au-delà de tout ce qu'on a dit déjà, ça reste que une fois qu'on est que avec les singes, en fait, on dirait la planète des singes. Ouais. On dirait des singes tout à fait normaux. Parce que les rapports d'échelle, c'est plus trop ça en fait. C'est ça, en fait, on a juste l'impression de filmer des singes et on oublie qu'ils font 30, 40, 50 mètres de haut. C'est juste, on a l'impression de voir des singes tout à fait normaux. Et à partir de là, on perd tout l'intérêt d'avoir un Godzilla et d'avoir un King Kong. Si on a juste l'impression d'avoir deux petits monstres, deux petites figurines qui se battent. Tu le vois quand ils sont au milieu de monuments dans des villes, mais dès qu'ils sont dans la nature, dans la terre creuse, en tout cas, que dalle. Et pour moi, ce film a quand même donné le pire plan du film, le pire plan de film de l'année. Je veux dire, le moment où ils sortent de terre tous les deux et ils courent à côté, comme ça, comme des enfants, et qui sont filmés en entier, on dirait juste un petit lézard et un petit singe qui courent à côté. On a l'impression qu'ils pèsent 2 kilos. Comparé à leur taille, c'est pas forcément... Et encore une fois, quand t'as Godzilla Minus One à côté, où ils te filment Godzilla tout le temps, où t'as des rapports d'échelle de partout, où t'as l'impression d'avoir un vrai Godzilla gigantesque, terrifiant, non, je suis désolé, ce Godzilla et ce King Kong, ils sont inintéressants au possible. On a quand même pas mal d'années de savoir-faire derrière en termes d'effets spéciaux et de cadrage, et puis même à l'époque des vieux films, des King Kong des années 30, des Godzilla des années 50, même avec des marionnettes et même pas des énormes CGI, on arrivait à faire des trucs qui étaient impressionnants. Et puis évidemment, après, derrière, il n'y a plus aucun propos sur qu'est-ce que Godzilla, qu'est-ce que King Kong. C'est juste un prétexte de les faire se taper dessus ou taper sur d'autres créatures. On perd totalement le propos original des deux créatures. C'est dommage parce que depuis qu'ils ont démarré leur univers, donc il y a eu le Godzilla de Gareth Edwards, qui était très cool. Il y a eu Kong Skull Island, que plein de gens n'aiment pas, mais moi que je trouve super cool. Il y a eu le Godzilla 2 qui est sympathique mais un peu moins bien, et après il y a la série Monarch que j'ai pas vu mais qui a et Godzilla versus King Kong et Godzilla X Kong du coup. Oui, c'est pour ça. Oui, non mais j'en parle pas parce que c'est presque le même film en vrai, mais et encore Godzilla versus Kong était un peu plus fun, je trouve. Tout aussi con mais un peu plus fun. Au moins il avait pas la prétention de sortir au cinéma quoi. À la deuxième place du podium, on retrouve pour ma part Bob Marley et Anyone But You. T'as écrit ça quand? Toute ma vie. Je sortirai jamais avec un mec comme lui. Cette fille, c'est un boulet. Ils vont gâcher notre mariage. Le 3 décembre 1976, un groupe d'hommes armés a fait irruption au domicile de Bob Marley pour tuer le chanteur, sa femme et... Oh mon Dieu! Ils y sont allés à fond dans le délire Titanic. Vous avez assuré, les gars! Peut-être que tu vas commencer avec Tout sauf toi. Voilà, comédie romantique qui était un véritable carton avec Sydney Sweeney et Glenn Powell, voilà, donc deuxième apparition dans le flop. Qui fait un peu genre, on réunit les deux plus beaux acteurs du moment et on va leur écrire une fausse histoire d'amour. Voilà, comédie classique, et c'était un tel succès. Et au-delà du fait que les acteurs soient très bankable, je m'étais dit, est-ce qu'il y a vraiment un truc spécial qui fait qu'il y a un petit truc en plus? Et non, en fait, c'est juste que c'est vulgos et que, oui, les acteurs, ils sont BG.
Et il y a des bacs de cul parce que c'est déconseillé au moins de 18 ans, quoi. Mais au-delà de ça, c'est vraiment très plan-plan, quoi. Je t'avoue que je n'ai... Voilà, ça marche vraiment juste parce que les acteurs sont beaux, quoi. C'est vraiment... sinon, c'est vide de fou, quoi. Donc Bob Marley, pourquoi est-ce qu'il se retrouve là c'est un biopic musical comme on en fait plein en ce moment. Il y a eu celui sur Amy Winehouse qui est sorti aussi cette année que j'ai pas vu non plus. Et qui de réputation n'est vraiment pas ouf. Et voilà, c'est juste en fait on te raconte la vie de cette personne qui est Bob Marley. Et les meilleurs moments c'est quand il y a les musiques parce que les musiques sont bien. Et sinon le reste c'est juste on te raconte la vie de quelqu'un. Mais c'est bien. Mais je veux dire. Je pourrais lire une page Wikipédia, quoi. Non, mais je peux regarder la vidéo que Seb Lafrite a fait sur Bob Marley et j'ai ressenti beaucoup plus d'émotion. J'ai chialé devant sa vidéo où j'étais en mode waouh, mais son histoire elle est folle et le film qui sort, mais du coup ça va être au moins aussi bien et pas du tout. Enfin, effectivement, on ressent plus d'émotion devant une vidéo de Seb Lafrite que devant ce film parce que on raconte, on est factuel. C'est un film qui est factuel, qui te dit bon bah à ce moment-là dans sa vie, il s'est passé ça. À ce moment-là, il s'est passé ça. Bah ok, bah c'est bien, bah j'en ai rien à foutre. En fait, le problème de ces biopics de chanteurs, c'est que souvent il y a la famille derrière, et que du coup tu peux pas trop tenter des trucs, faire des trucs sympas, à part par exemple le biopic sur Elton John, qui pour moi est une référence. Et qui pourtant était produit par Elton John. Mais oui, parce que Elton John a dit, non mais moi je veux montrer que j'étais vraiment une merde humaine, j'étais un drogué de fou, je fais de la merde, donc ça c'était intéressant. Si, il y avait eu Elvis qui était très bien quand même, et dont on a parlé un peu plus tôt. Mais là, on a eu aussi celui sur Pharrell Williams, produit par Pharrell Williams. Ah, en Lego là. Et en Lego, qui a floppé au cinéma, personne n'allait le voir. Mais après, de ce que j'en ai entendu, c'était pas non plus terrible. Non. Mais et là, il y a celui sur Robbie Williams. Sur Robbie Williams, où c'est un singe qui incarne le personnage de Robbie Williams. Ouais. Pourquoi pas, mais. Ouais. Parce qu'il paraît très bien pour le coup, mais bon, on verra bien. Mais ouais. Le biopic sur MJ, je m'attends. En plus, c'est réalisé par Antoine Fuqua, donc dommage parce que c'est un bon réal. Avec le neveu de Michael Jackson qui joue Michael Jackson. Ouais, non mais ça va être le truc le plus, je vais dire corporate, mais presque quoi. Ça va être vraiment lisse de fou. On te raconte son histoire, ses exploits, le moment où il est passé au Super Bowl, et on va te remettre toutes ces musiques les plus cultes remasterisées, on va te sortir un album du film, et ça va être waouh, mais le film était vachement bien parce que les musiques elles étaient trop bien. Oui, bah oui, c'est la musique de Michael Jackson, à quoi tu t'attends. Et que le film va faire 1 milliard au box-office. Oui, c'est ça, parce que les musiques elles sont bien, oui, voilà. Oui, les musiques sont bien, oui, il y a pas de souci, le travail sur le remaster sera sûrement très bien. Mais je viens pas pour revoir un remaster, je viens pour voir une histoire, pour voir un film, pour voir du cinéma. Et ce n'est pas ce que propose Bob Marley et One Love, et probablement que Michael Jackson ne pourra pas nous proposer ça non plus. Et si on doit faire un parallèle entre les deux films, c'est deux films qui sont en fait très plan-plan, très clichés en fait, et qui malgré tout le côté, voilà, c'est Bob Marley, c'est un artiste, un icône, un icône, où il y aura moyen de faire 10 milliards de choses intéressantes. Et Anyone But You, t'as un duo d'acteurs bankable, donc quoi que tu fasses, ça pourrait marcher. Mais non, t'en fais rien et t'en fais un truc très plan-plan. Et on passe au numéro 1. Le numéro 1. Ferrari. Et The Crow. C'est notre passion mortelle. Notre terrible joie. Tu penses pouvoir revenir bientôt? Je ne peux rester loin de toi. Chélie! Chélie! Pitié, faites pas ça! Le virage vient à vous. Vous traversez peut-être une crise d'identité. Ce n'est pas de la colère. C'est de l'amour. Alors, Ferrari, je l'ai mis flop 1. C'est pas un mauvais film. C'est un film de Michael Mann. Voilà. Michael Mann, immense réal. Qui n'est quand même pas raté. Soyons très honnêtes. Juste, j'ai été extrêmement déçu. En tant que fan de Ferrari, de la Scuderia Ferrari, évidemment. Je m'attendais... J'ai placé une vraie attente d'avoir en fait un vrai biopic qui retrace la vie d'Enzo Ferrari, de ses grandes réussites, de tout ça. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a énormément marqué l'histoire du sport automobile. Et au final, c'est juste un film qui se passe sur 2, 3 ans, 5 ans de sa vie, où il a eu des soucis financiers,
où il a eu... où un de ses pilotes, plusieurs pilotes sont morts dans des accidents où on remettait en question la fiabilité des voitures Ferrari. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Déjà, le film ne se finit pas. Je crois que le film se finit en 65, alors qu'en 66, il y allait quand même y avoir un événement assez important avec Ford, si vous avez vu Le Mans 66, qui pour le coup est un bon film. Oui, mais qui aurait pu du coup être raconté un peu la même histoire du point de vue d'Enzo Ferrari. Il y avait quand même beaucoup d'histoires à raconter, je pense, autour de cet homme qui a immensément marqué le sport, et au final, on se retrouve avec une petite histoire, toute petite histoire au milieu de la très très grande. Et j'ai pas compris du coup pourquoi ce film existait, pourquoi nous raconter cette histoire précisément, en sachant donc que c'était un film sur Prime Video, il me semble, que j'ai commencé à regarder en version originale et avec des acteurs américains qui forcent un accent italien un peu éclaté aussi, ouais. Et du coup je suis passé très vite en VF, parce pareil. que c'est juste inaudible. Il paraît que c'est une performance de fou quand t'es un acteur américain d'imiter un accent italien. Pour un français c'est juste inaudible, donc imagine s'ils avaient fait pareil en VF. La voiture. Oh, putain. Super Mario quoi, vraiment. Mais non, voilà, juste énorme déception que ce Ferrari que j'ai attendu énormément, mais voilà. Ouais, alors pour faire rapidement sur Ferrari, parce que je l'ai vu aussi, moi je l'attendais parce que j'ai pas trop vu de film de Michael Mann, mais j'aime beaucoup Adam Driver. Donc voilà, pas une très bonne année pour Adam Driver non plus, en termes de succès critique ou box-office. Mais voilà, je me suis dit, ça pourrait être sympa, un biopic sur Ferrari. Michael Mann, il va pas faire un truc très plan-plan. Et au final, c'était un peu chiant, je t'avoue. J'ai traversé le film et c'était fini. Il y a quand même la scène de l'accident. Oui, voilà, mais à part ça, c'est assez incroyable. J'ai rien ressenti, quoi. Ouais. Et alors, il est pas dans le flop, il est pas dans mon flop, mais fatalement. Et parce que tu n'es pas un tifosi, c'est pour ça. Ah oui, non, mais après, Ferrari, de base, j'en ai rien à faire. Donc, forcément, j'avais pas autant d'affect ou d'attente sur ça. Oui, bien sûr. Mais on va dire que, j'ai vu le film, j'ai fait, oui, d'accord. C'est vraiment rien de spécial à dire, quoi. Mais là où j'ai des choses à dire, c'est sur The Crow. Donc, une nouvelle adaptation du comics du même nom. Évidemment, si vous suivez le podcast, on a parlé du film de 94 avec Brandon Lee. Et là, il y a donc cette nouvelle version avec Bill Skarsgård. Voilà, deuxième apparition dans le flop. Heureusement qu'il y a Nosferatu pour son année. Et c'est plus ou moins la même histoire, avec, on va dire, le prologue qui est rallongé par rapport au film de 94. Donc voilà, pile 30 ans après. Et le film de 94, il n'est pas forcément excellent. Mais, visuellement, ça claque. La musique, elle est très cool. Il y a une ambiance quand même dans le film de 94. Il a une patte, tu vois. Il y a quelque chose quand même qui charme et qui fait que c'est quand même devenu un film sacrément culte. Voilà, des The Crow. Et puis toute l'histoire autour de Brandon Lee aussi. Voilà, des The Crow, il y en a qu'un. Tu vois. Voilà. Et pourtant, je suis pas spécialement... Il y a eu beaucoup de suites. Voilà. Oui, non, mais de The Crow, je parle du premier. Oui. Et pourtant, je suis pas spécialement attaché, mais tu le reconnais, quoi. C'est iconique et tout. Et là, en termes de mise en scène, c'est plat, il y a rien, c'est pas intéressant. Le look du The Crow, on dirait une espèce de rappeur SoundCloud nul. L'action est pas folle. Pourtant, il y avait un ou deux trucs dans la bande-annonce où je me suis dit, ça peut être bien sympa, bien gore. C'est deux trucs bien sympas, bien gore. De ce que j'ai entendu quand même dans le film, le plus gros souci, c'est que ils ont vraiment voulu faire de The Crow une histoire d'amour qui n'est pas le concept de base de The Crow. C'est-à-dire que l'histoire d'amour, c'est un prétexte pour créer The Crow et qu'il aille dégommer tout le monde. Surtout que The Crow, c'est pas un film sur The Crow, le comics ou même le film de 94, c'est pas un film sur l'amour, c'est un film sur le deuil. Sur la vengeance. Sur le deuil, voilà, comment tu gères. Mais l'auteur, en fait, a fait ça parce qu'il avait aussi, lui, perdu sa copine. Mais en fait, le film ne parle pas de ça. Parce qu'à la fin, il récupère sa copine en plus. Donc, ça nique tout le propos du film ou du comics original. Et ça, déjà, tu dis, c'est un non-sens total. Et en plus, c'est nul. Enfin, le méchant, il est intéressant. Enfin, l'action, elle est pas folle. Je t'ai dit, en termes de réal, il n'y a rien. C'était inutile. Je vais pas dire... Enfin, j'avais vu une review sur Letterboxd qui m'a fait hurler de rire, c'était... ça m'aurait coûté moins cher de pisser sur la tombe de Brandon Lee, tu vois. Mais c'est pas loin, quoi. C'est vraiment... Enfin, si, il y a une valeur ajoutée, ils ont voulu faire des trucs différents, mais ça marche pas. Et ça avait pas été aussi filmé comme... avec tout qui était bien centré pour pouvoir en faire des shorts ou des TikTok ?
Y a pas un truc comme ça Alors aussi j'ai pas fait, enfin je m'en suis pas rappelé en regardant le film, mais en voyant la bande-annonce. Ouais. Et oui, mais de toute façon la mise en scène est très plan-plan, donc forcément tu vas rien avoir de spécialement chiadé en termes d'angle, de placement de caméra, tout ça. Ouais. Et en plus, il devient The Crow vraiment qu'à la toute fin du film pour les 15-20 dernières minutes. Ouais. Parce que juste là, en fait, il est pas invincible du tout. C'est-à-dire que s'il se fait buter, il remeurt. Et en gros, il meurt 3 fois. Et l'esprit du Crow, on va dire, il lui dit bon. T'abuses un peu. Bah non, c'est la dernière. Hein. C'est les dernières vies. Après, c'est game over, tu vois. Là, il fait non, mais je deviens vraiment The Crow. Quitte à perdre mon âme. Et là, il fait ok, vas-y. Et là, il est invincible. Donc on est totalement à l'opposé de ce que c'est à l'origine The Crow, quoi. Ouais, non, c'est. Voilà. Ok. C'est comme si tu faisais un film. C'est comme si tu faisais un film Spider-Man. Tu passes. Sur 1h30, tu passes 50 minutes où Oncle Ben il est en vie. Et il devient Spider-Man pour les 15 dernières minutes. Et il se bat pas contre le bouffon vert, il se bat contre le choqueur, voilà. Donc c'est nul. C'est nul et oui, malheureusement, c'est top 1 de l'année. Enfin, flop 1 de l'année pour moi. Et donc c'est ainsi que se conclut ce flop 10 et on se retrouve juste après pour le top 10 dans une vidéo à part, du coup. Ouais. Ou dans un podcast à part. À plus. Puisqu'on rappelle que vous pouvez nous écouter sur vos plateformes d'écoute préférées ou nous regarder sur YouTube, bien évidemment. Mais ça, vous le savez. Bien sûr. Allez, ciao, bye. Salut. Tout le village s'endort. Il y a désormais des bêtes parmi les villageois de Tierce-Lieu. On est à fond dans le délire Titanic. Vous avez assuré, les gars. Où t'as eu la drogue? C'est pas mon chien, c'est ma femme. Très spirituel. Ce n'est pas de la colère. C'est de l'amour. T'as la griffe qui bande mou. C'est assez fréquent chez les Wolverines de plus de 40 ans. Fils de pute. Par contre, j'y suis allé en date et le date était pas fou. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Oh le haineux. Oh, ne dis pas ça, tu vas passer pour un rageux de fou.